bienvenue sur Sport and People News pour l'émission Tac au Tac. Merci. Marseillais de naissance, Corse d'adoption et peut-être grec d'origine, l'invité du jour est un digne représentant de la faconde marseillaise et de l'esprit de famille corse. Son humanité, son intelligence et son humour caractérisent sa vie de footballeur, d'entraîneur et de commentateur sportif. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui un grand monsieur du football français. Merci, cher Roland Courbis, d'avoir accepté mon invitation. Oui, merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Monsieur Courbis, quel OM vous a fait rêver et quel est celui qui vous a donné les plus grandes joies? L'OM qui m'a fait rêver, c'est l'OM de quand j'étais gosse, dans les années 66-67, où il n'y avait pas de grande équipe à l'Olympique de Marseille, et il y avait un garçon comme Marcel Leclerc, qui était pour moi un gars avec 20 ans d'avance, qui est arrivé et qui est devenu président de l'OM et qui a permis aux jeunes comme moi, puisque j'avais 12-13 ans, de pouvoir voir cet OM-là en première division, puisqu'à l'époque ils étaient en deuxième division. Et là où il nous a fait carrément rêver, c'est que déjà, dans un premier temps, on a atteint la première division, et ensuite, en 69, dans une finale contre Bordeaux, où tout le quartier que j'habitais dans le 15e arrondissement, les quartiers nord, on s'est déplacé avec une banderole pour aller voir l'OM dans le stade de Colombes. C'était pas le parc des Princes, et l'OM avait battu Bordeaux 2-0. C'était comme un rêve pour tout le monde. Je me rappelle de la banderole, c'était « Le vin bordelais ne viendra pas à bout du pastis marseillais ». Donc c'était un peu long comme banderole, mais bon, c'était pas mal. Ça vous a marqué en tout cas. Alors vous êtes un minot de Marseille. Quel souvenir gardez-vous de votre jeunesse à Marseille? Après, quand justement l'OM a gagné cette coupe, Marcel Leclerc a réussi à mettre en place une équipe. À l'époque, à cette époque-là, il y avait moins de blessés qu'aujourd'hui, donc une quinzaine de joueurs suffisait. Il ne fallait pas évidemment se tromper. Quand on voit qu'aujourd'hui on est obligé de doubler, voire même tripler dans certains postes, de doubler les postes, donc c'était vraiment une époque différente. Et ce garçon-là a mis en place un 11 avec 2-3 joueurs remplaçants, un par ligne, redoutable par son comportement, redoutable par la complémentarité qui était même une certaine complicité. Je donne un exemple avec Skoblar, le recordman des buteurs de l'époque, un Croate qui est toujours d'ailleurs dans les anciens de l'OM, et dénommé Magnusson, un Suédois qui justement centrait et donnait les ballons à Skoblar, donc ça faisait le passeur et le finisseur. Et ça, c'est quand même un souvenir de gosse, où on allait au stade pour voir l'OM, mais aussi et surtout pour voir Skoblar et Magnusson qui faisaient partie de ce qu'on appelle aujourd'hui ce fameux spectacle, et que le football doit être un spectacle, ce qui n'est pas le cas tout le temps. Mais là, j'ai un souvenir d'une équipe qui jouait bien, qui était solide et qui était très difficile à battre, puisque ils ont été champions de France, et c'est là que j'ai eu la chance à 18 ans de faire quelques matchs et de pouvoir m'entraîner avec des joueurs aussi bons. Il n'y avait pas de centre de formation. Moi, mon centre de formation, c'était la chance qu'un entraîneur comme Mario Zatelli m'avait donné la possibilité de venir m'entraîner 2-3 fois par semaine avec le groupe pro de l'OM. Il y avait un collègue qui était en même temps un ami, qu'on était de la même année, qui était Albert Raymond. Donc on avait cet avantage par rapport
aux jeunes de l'Olympique de Marseille. Alors à cette époque, dans quelle tribune du Vélodrome alliez-vous? Mais quand j'étais petit, je n'allais pas dans les tribunes, je n'avais pas la possibilité, c'était très compliqué pour rentrer. J'allais au virage nord, puisque donc du quartier nord, c'était un petit peu plus court que d'aller au virage sud. Le virage nord, c'était l'endroit où à l'époque il y avait le tableau d'affichage, donc on se donnait rendez-vous avec certains supporters. En dessous le tableau d'affichage, et pour rentrer, ben, comme on n'avait pas le droit, puisque je parle quand j'avais 9, 10 ou 11 ans, ben, on trouvait un gars majeur et on lui demandait: je peux rentrer avec vous? Donc à ce moment-là, évidemment qu'on ne payait pas et qu'on rentrait avec un gars majeur qui nous permettait de pouvoir rentrer sans être refoulé. Donc c'est des souvenirs assez marrants. C'était beau souvenir en plus. Hein. Ah bah oui. Ça se fait plus aujourd'hui, ça. Non. Maintenant c'est plus compliqué. Mais bon, c'était une autre époque. C'est vrai. Ça fait quand même plus de 50 ans. Et aujourd'hui, à l'Orange Vélodrome, dans quelle tribune faut-il être pour mieux ressentir la passion? Ben, pour ressentir la passion, je pense que c'est mieux dans un des deux virages. Il y a qu'à Lens qu'ils ont mis les supporters qui habituellement sont derrière les buts, qu'ils ont mis dans un côté d'une tribune. Mais au stade Vélodrome, je dis bien ce stade Vélodrome d'aujourd'hui, qui pour moi, avec cette reconstruction, et notamment les angles qui ont été fermés, et ce stade Vélodrome qui est maintenant abrité de tous les côtés, c'est un des plus beaux stades, et aussi un des stades qui résonne le plus. Et avec la passion des supporters marseillais, ça fait dans certaines périodes, pas tout le temps, mais dans certaines périodes, ça fait quand même ce qu'on appelle le 12e homme pour augmenter les chances de gagner pour l'OM, et donc diminuer aussi les chances de gagner pour les adversaires. Mais déjà, venir au stade de Vélodrome, quel que soit l'endroit, c'est magnifique et ça fait des fois mal aux oreilles. Mais bon, c'est vrai qu'en tribune, on est mieux placé que dans un virage. Mais je pense que les plus chauvins sont quand même dans les virages. C'est vrai. Alors, d'où vient votre passion pour le football? Ben, de tout petit, dans le sens que j'ai même pas eu le choix. Et souvent, j'ai cette discussion de ne pas savoir si j'aurais pas été meilleur dans un autre sport que je n'ai pas pu vérifier. Je pense au rugby, je pense au tennis. Donc, quand pour la première fois de ma vie, j'ai eu le plaisir de toucher une raquette, parce que jouer au tennis, avec l'enfance que j'ai pu avoir, où je n'ai manqué de rien, mais je n'avais pas quand même la possibilité financière de pouvoir aller m'inscrire, acheter des raquettes, c'était cher. Donc j'ai renvoyé une balle avec une raquette pour la première fois. Je devais avoir 19 ou 20 ans. Et bizarrement, j'avais ces gestes naturels, que j'étais le premier surpris. Et ceux qui me regardaient ne me croyaient pas que c'était la première fois que je touchais une raquette. Alors je ne dis pas que j'aurais pu être un énorme joueur, mais par exemple, au golf, j'arrive même pas à attraper la balle. Donc même si on me dit le geste qu'il faut faire, tennis, bon, ça me paraissait assez facile. Rugby,
on ne joue pas au rugby dans la rue comme on peut jouer au football, où il suffit qu'on ait une balle ou même un chiffon bien serré avec 3-4 nœuds et un petit morceau de caoutchouc autour. Et bien on peut arriver à jouer au football à la récréation de l'école, au rugby à la récréation de l'école. Je pense qu'on n'arrive pas à ce qui fait du football le sport le plus important de la planète. C'est un petit peu logique puisqu'on peut y jouer de partout. C'est vrai. Et même tout seul en plus. Ouais. Contre un mur. Oui, c'est ce que j'ai pu faire moi, où j'avais un garage avec une pente, et donc je tirais dans le portail, le ballon me revenait assez vite, j'étais obligé de le contrôler rapidement. Je m'étais fait du portail et du contexte avec une pente un adversaire que j'essayais de maîtriser, et j'y ai passé des heures et des heures. Bon, c'est quelque chose qui me reste dans la tête, et puis dans tous les cas, quand j'ai un souvenir de ma vie, que ce soit en tant que joueur, entraîneur, consultant après, c'est toujours football. J'ai su faire que ça. À l'école, ça m'a, disons, perturbé, puisque je n'arrivais pas à me concentrer en classe. Je ne pense pas que j'étais plus stupide qu'un autre, mais par contre, un cours de maths qui dure 1 heure, j'arrivais à être concentré au mieux 15 minutes. Et les 45 autres minutes, je regardais au tableau, je ne savais même pas qu'est-ce qui se passait, tout en pensant à ce que j'allais faire après, ce soir, où c'est que j'allais jouer, contre qui j'allais jouer. Vous pouvez penser aussi à une petite demoiselle à rencontrer à la sortie de l'école, avec un petit rendez-vous pris à la récréation. Mais mis à part ça, bon, je me suis retrouvé toujours en train de penser au football. Alors, durant votre jeunesse, aviez-vous des idoles qui vous ont donné l'envie de devenir footballeur et plus tard entraîneur et sélectionneur? Comme idole, j'avais un joueur qui s'appelait Eusebio. Je parle sur le plan mondial, sur le plan national. C'était Scoblar, Manusson et Bernard Bosquier. Pourquoi Bernard Bosquier? Parce que j'essayais de lui ressembler, ce qui n'était pas facile, parce qu'il était très fort, mais je lui ressemblais un petit peu humainement, avec quand même une certaine bonne humeur, toujours un truc à raconter pour essayer et espérer détendre l'atmosphère et faire rire. Et en ce qui concerne l'étranger, c'était Franz Beckenbauer, dans un poste de libéraux qui n'était pas le mien quand j'étais jeune, mais qu'il est devenu après. Et Eusebio, il avait une bonne tête, et il était très fort. Le maillot de Benfica, son club, je le trouvais avec un rouge particulier, spécial. Alors évidemment, après il y en aura toute une liste, mais si je dois noter ces 2 joueurs étrangers, bon, c'était Eusebio et Beckenbauer. Sur le plan français, chauvinisme, donc Scoblar, Manusson, Bernard Bosquier. Et d'avoir joué avec Scoblar, vous avez ressenti quelles émotions? Disons que je me demandais, la première fois que j'ai eu le plaisir d'être choisi par Mario Zatelli, j'avais 18 ans, c'était une demi-finale de Coupe de France qui se jouait à Reims. À cette époque-là, il y avait match aller, match retour. Et parmi les adversaires à Reims, coïncidence du destin, il y avait des Léonis.
qui après est devenu un coéquipier et un ami aussi, puisque il a terminé sa carrière moi aussi au Sporting Club de Toulon. Et donc, lors déjà du déplacement, me voir dans l'avion, dans le bus, avec, j'avais plus l'impression d'être un supporter qui avait été tiré au sort lors d'un jeu, qui accompagnait, que moi-même, qui allait remplacer Joseph Bonnel dans une demi-finale. Alors j'étais quand même d'un certain niveau intéressant, mais bon, entre jouer à l'équipe de France junior, jouer en critérium junior qui était quand même la catégorie des jeunes dans la région, où là évidemment j'étais un petit peu au-dessus. Mais bon, de là, jouer en demi-finale de Coupe de France, puis ça a été le cas, on fait 0-0, je fais un bon match. Et le souvenir que je peux avoir pour répondre à votre question, c'est que lors de la photo, cette traditionnelle photo, que l'on se met accroupi devant et debout, je regardais à droite à gauche et j'apercevais Manusson, Scoblar, Bosquier, Zunka, Caranus dans les buts. Je me demandais si j'étais en train de rêver ou si j'étais vraiment là. Et puis bon, j'étais là et sincèrement un peu dans un état second et j'ai réussi à marquer des points en faisant un très bon match, ce qui m'a après permis d'en faire encore quelques-uns d'ici la fin de saison. Sur mon CV, je dois faire 4 ou 5 matchs de championnat, une demi-finale de coupe. En finale, la finale, je ne la fais pas parce que Joseph Bonnel reprend sa place et guérit, je me rappelle, d'une inflammation au tendon d'Achille. Ce sont des petits détails que je me rappelle comme si c'était hier. Et une anecdote qui était marrante et qui m'a permis tout au long de ma carrière de dire à certains joueurs comme conseil, ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire le jour même, parce qu'il m'est arrivé quand même un truc assez marrant, c'est que Mario Zatelli, quand Joseph Bonnel est rétabli, a quand même la délicatesse de venir me le dire, sachant que j'allais être évidemment déçu, même si c'était une bonne nouvelle pour Marseille, parce que Bonnel était supérieur à moi. Mais bon, moi j'aurais bien aimé faire cette finale qui était l'inauguration du Parc des Princes contre Bastia. Et malheureusement, ça n'a pas pu être le cas. Je me suis d'ailleurs blessé le lendemain à l'entraînement et j'ai toujours pensé que cette blessure, elle était due à la déception, au choc, disons, émotionnel, comme souvent, quand on ne sait pas le pourquoi qu'il y a telle ou telle blessure, souvent c'est à cause d'une mauvaise nouvelle, d'un problème qu'on peut évidemment avoir, un problème musculaire qu'on pense qui n'a rien à voir, mais pour moi je pense que c'est la raison. Et Mario Zatelli, à cette époque-là, me prend par le cou et il m'appelle Petit. Il m'appelait Petit. Je n'étais pas petit, mais lui il m'appelait Petit affectueusement. Il me dit bon, Joe reprend son poste. J'ai dit tant mieux pour l'OM et tant pis pour moi. Oui, ça le fait sourire. Mais il me dit compte tenu des qualités que vous avez, de l'âge que vous avez, vous inquiétez pas, vous en ferez plusieurs de finales dans votre carrière. Mais j'ai fait que des demi-finales. La fois que j'aurais pu faire une finale avec Monaco, mais je me suis blessé en demi-finale contre Montpellier. Montpellier qui après a été quand même important pour moi dans ma carrière. Tout des coïncidences qui font que pendant 14 ans, je n'ai jamais eu le plaisir de pouvoir jouer une finale. Donc c'est pour ça que quand on a la possibilité de profiter d'un truc, de choisir un truc,
réfléchissons pas trop à ce qui va se passer après, saisissons l'occasion de profiter de ce qu'on dit là, le train il passera peut-être qu'une seule fois. J'en ai eu moi l'exemple avec ce souvenir que je ne dis pas que je m'en rappelle comme si c'était hier, mais un peu. Je m'en rappelle comme si c'était avant-hier. Petite nuance importante. Alors le football d'autrefois était beaucoup plus rugueux. Est-ce que les artistes du ballon rond étaient donc plus forts avant? Non, plus fort avant, c'est d'ailleurs, ça serait d'ailleurs anormal et maladroit de pouvoir dire ça, de la même façon que je trouve maladroit de faire les comparaisons avec ce qui se passait il y a 40 ans et ce qui se passait maintenant. Non, plus fort, non, plus rugueux peut-être, mais grâce, ou plutôt à cause d'un arbitrage qui quand même était moins sévère qu'aujourd'hui. Non, c'était une autre époque. De la même façon, si je peux me permettre de conseiller les gens qui se posent des questions, difficile de dire par exemple que Pelé, qui pour moi a été le roi du football, il représentait le football autant par son comportement que par ses gestes, que par sa coordination de gestes, et dire que Pelé n'aurait pas pu jouer dans notre époque parce qu'il y a ce traditionnel toujours problème, il ne défendait pas. Mais si j'avais été l'entraîneur ou le sélectionneur chanceux de pouvoir avoir Pelé dans mon équipe, même dans notre époque, c'est moi qui l'aurais interdit de défendre et de simplement se replacer quand on avait perdu le ballon. Alors, chacun a sa vision de voir les choses. Moi, la mienne, je ne dis pas qu'elle est supérieure aux autres, elle est souvent différente. Et c'est pour ça que je me permets de donner certaines précisions qui ont été des précisions que j'ai pu réfléchir, que j'ai pu me renseigner, que j'ai pu peser le pour et le contre. Donc je dis que la période dans laquelle nous vivons, il suffit de voir le nombre de kilomètres que font les joueurs à certains postes. C'est totalement différent, mais le règlement aussi. Il y a un règlement qui a été pour moi un des changements les plus importants de l'évolution du football, c'est la passe en retrait au gardien, que le gardien n'a plus le droit de récupérer, de faire rebomber, de se déplacer, donc il est obligé de relancer. Là, ça fait quand même la possibilité, plutôt l'impossibilité de se reposer. Le rythme n'est pas coupé, donc il y a beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de courses à faire, beaucoup moins de temps de repos et aussi beaucoup moins de changements. Quand vous vous rendez compte qu'en 58, pourtant quand même c'est pas compliqué, je pense pas que ça fait une crise d'intelligence de réfléchir que dans un sport collectif à 11 contre 11, il faut quand même 1, voire 2, voire 3 remplaçants. Il a fallu des années pour réfléchir qu'on allait attaquer un match et que si un joueur se blessait, eh bien son équipe jouait avec un joueur de moins. Mais je ne veux pas être vulgaire et commencer par une injure qui commencerait par un C, qui terminerait par un N avec un O au milieu, mais il fallait être quand même très stupide pour ne pas penser à ça. Donc, l'évolution du football a fait qu'on a mis un 12e homme, après un 13e, et qu'aujourd'hui, dans l'époque que nous vivons, nous avons même là
depuis 2 ans la possibilité de faire 5 changements en cours de match. Mais je n'étais pas bon en arithmétique, mais suffisamment pour savoir que 5 changements, c'est tout simplement 50% des joueurs de champ, ce qui change totalement la fatigue à certains postes. Et si les changements sont bien faits, ce qui fait un boulot supplémentaire pour les entraîneurs, si les changements sont bien faits, c'est dans les changements et l'intelligence des changements que l'on peut gagner tout simplement un match avec un effectif un peu moins bon que l'adversaire. Le plus intelligent fera la différence dans la deuxième période, dans les 30 dernières minutes ou dans les 15 dernières minutes. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Faut-il faire de même dans les vestiaires? Il y a beaucoup d'informations qui sortent, plus ou moins involontairement. Mais je pense que là, il faut quand même ne pas être naïf, être surpris qu'une information sorte d'un vestiaire. Moi, je suis surpris qu'on soit surpris. C'est-à-dire, vous vous rendez compte que quand les anciens, qui étaient des personnes intelligentes, ceux qui ont inventé les proverbes, les dictons, tout ça, qui vous disaient à une certaine époque, à partir du moment où il y a 2 personnes qui sont au courant, c'est plus un secret. Dans un vestiaire, il y a 20 joueurs, il y a des staffs médicaux, il y a des entraîneurs, il y a des staffs techniques, il y a disons une trentaine de personnes. Et s'il se passe quelque chose d'intéressant, entre guillemets, pour les médias, et qu'on soit surpris que ça a pu être sorti du vestiaire, mais on ne se rend pas compte, avec en plus les portables, mais c'est 5 minutes après, c'est déjà sorti du vestiaire, où chacun a sa relation intime et confidentielle, sa femme, sa fiancée, sa compagne, l'ami intime, le passionné, et surtout que quand on va lui dire, et surtout ne le répète pas, hein, à un qui va le dire à un, il dit, et surtout ne le répète pas. Donc c'est pour moi, ça me fait marrer. J'ai d'ailleurs un souvenir de ça dans l'affaire Anelka Domenech. Donc évidemment, il y a eu un problème à la mi-temps entre Anelka et Domenech. Et que Patrice Evra, qui avait été nommé capitaine de l'équipe de France, pourquoi pas, la preuve. Donc, montrer déjà sa malice lors de la conférence en disant il y a une taupe dans le vestiaire, il va falloir la trouver. Là, j'avais quand même été surpris que Patrice ne soit pas au courant que dans un vestiaire, il y a un élevage de taupes. Hein, donc, et que l'on puisse être surpris que la dispute entre Anelka et Domenech puisse sortir en première page de l'équipe, c'est vrai que Patrice là m'avait fait beaucoup rire. Pour préserver justement un groupe ou une unité de groupe, est-ce mieux que les histoires restent entre vous? Je crois que ça ne se maîtrise pas. Il faut qu'il y ait l'intelligence du groupe, et pour qu'il y ait un bon management, il faut qu'il y ait un bon manager, et d'arriver à faire comprendre aux joueurs, quel que soit le sport, qu'il y a des choses effectivement qu'il ne faut pas qui sortent du vestiaire, parce que ça serait, je dirais, préjudiciable au vestiaire. Il y a des confidences, justement, ce sont des confidences, c'est qu'il faut que ça reste confidentiel. Et là, par moment, j'ai pas l'impression que ça se passe dans tous les vestiaires. Et la réussite, justement, d'un vestiaire, tout au long d'une année, réussir
dans une compétition qui dure 3-4 semaines. Oui, là c'est pas le plus difficile, et encore, c'est pas simple, mais qui dure 11 mois, s'il n'y a pas l'intelligence des joueurs qui prennent le dessus et qui n'arrivent pas à comprendre ce qui est dans leur intérêt et ce qui est contre leur intérêt, là il y a certains joueurs qu'on se demande pourquoi ils n'ont pas réussi leur carrière. Mais parce qu'il leur manquait quelque chose. Une précision que je vais vous donner, et vous aurez l'occasion de la vérifier. Le nombre de fois que j'ai pu entendre tout au long de ma carrière, c'est-à-dire sur les 50 dernières années, oh, tel ou tel joueur, mais il avait toutes les qualités pour réussir et il n'a pas réussi. Eh bien, c'est peut-être tout simple, c'est parce qu'il n'avait pas toutes les qualités. Alors après, il y a cette histoire de chance, malchance, oui, ok, il y a effectivement des personnes qui donnent l'impression d'être plus chanceuses que d'autres. Mais là, combien de personnes? Est-ce que cette chance, on ne va pas plutôt la chercher pour s'en faire une copine? Donc, je pense plutôt de cette façon-là. Et si par exemple on me dit que tel ou tel joueur il avait toutes les qualités, je dirais il y a un seul mot qui manque peut-être dans la phrase, c'est qu'il avait presque toutes les qualités. Donc vous me rajoutez presque là avant toutes les qualités, et là à ce moment-là, moi-même, je m'y retrouverai un petit peu plus. Parce qu'arriver à me dire qu'il y avait toutes les qualités et qu'il n'a pas réussi, sincèrement, là, mon niveau intellectuel n'arrive pas à suivre. Le bluff dans les jeux d'argent et dans le coaching d'un match par rapport à une équipe adverse est similaire. On a un adversaire, et cet adversaire est tout simplement un observateur dangereux, puisque son objectif, c'est de nous battre. Donc, effectivement, que ce soit dans une conférence avant le match, ou que ce soit une conférence après le match, quel que soit le score, j'essayais modestement de conseiller certaines personnes devenues entraîneurs en leur disant « Fais gaffe à ce que tu dis, pas obligé non plus de répondre bêtement que 1 et 1 ça fait 2, 2 et 2 ça fait 4, que finalement rien que de t'écouter en conférence, tu fatigues tout le monde tellement que tu as l'air stupide et pas intéressant du tout. Mais prépare ta conférence d'avant-match et prépare ta conférence d'après-match comme si justement c'était un match ta conférence, avec la réflexion que tes joueurs t'écoutent et tes adversaires aussi. Ce qui veut dire qu'avant un match, tu peux dribbler, pas que pendant le cours du match qu'on dribble. Et après le match, fais gaffe quand même à quelque chose d'important pour moi, c'est que tu dois te rendre compte que tu vas peut-être préparer et construire une future victoire ou une future défaite par rapport à tes propos, puisque là, le match, il est terminé, mais le match à venir, tu vas être observé par tes joueurs et tu vas être observé par tes futurs adversaires, qui ont un manager aussi et qui vont profiter de certaines phrases qui, eux, leur donneront disons, plus de chances de gagner, donc, logiquement, moins de chances de perdre. Et ça, j'ai pu le voir tout au long de ma carrière. Je ne sais pas si j'ai toujours réussi à faire ce que je conseille, mais c'était quand même dans ma réflexion. Le nombre de fois
que j'ai pu dire en conférence des petits détails exprès pour perturber l'adversaire, ou après un match, gagné ou perdu, des petits détails, des petites précisions pour faciliter les choses du match à venir. Ensuite, ça c'est les conférences qui sont vues aujourd'hui avec les moyens que nous avons, des conférences que tout le monde voit. Mais il y a aussi, même s'il y a la possibilité d'un joueur qui peut enregistrer sur son iPhone la conférence et la causerie du coach, je pense qu'il faut faire gaffe à ce qu'on dit, parce qu'un petit détail peut changer pour moi un futur résultat. Alors après, c'est mon point de vue, c'est l'éternel problème. Je ne dis pas que c'est obligatoirement le bon, mais c'est le mien. En quoi c'est tout un art de communiquer. Mais oui, mais là aussi, si par exemple on me dit que tel ou tel entraîneur a toutes les qualités pour réussir, la passion, la ci, et qu'il réussit jamais, vous ne pensez pas que ça lui a peut-être manqué quelque chose? Et le quelque chose, c'est la possibilité de pouvoir communiquer avec ses joueurs, de se servir des qualités et d'avoir compris les qualités et les défauts de tel ou tel joueur pour trouver des solutions pour masquer les défauts et se servir au maximum des qualités. Et là, quand je vois les passionnés de football qui sont même des consultants compétents sur le plan intellectuel, mais les voir avec une certaine assurance nous expliquer à la télé ou à la radio ce qu'il faut faire, pas faire, sans avoir été 5 minutes dans un vestiaire de haut niveau, sincèrement, je ne suis pas impressionné par les propos, je suis impressionné par le culot et le manque de modestie. Mais bon, personne n'est parfait. Moi le premier. Alors, en tant qu'entraîneur, quelle fut la plus belle émotion que vous avez vécue? En tant qu'entraîneur, bon, il y en a eu beaucoup, mais pour des tas de raisons, notamment sur le plan affectif, sur le plan souvenir et tout, c'est de retourner à Ajaccio 30 ans après l'avoir quitté comme joueur, à l'âge de 19 ans, pour être transféré à l'Olympiakos du Pirée en Grèce, et revenir en tant qu'entraîneur, puisque nous étions descendus malheureusement en deuxième division. Le club après avait disparu, et une dizaine d'années avant mon retour, des dirigeants, dont Michel Moretti, qui malheureusement est décédé aujourd'hui, et qui a été un des présidents les plus talentueux que j'ai pu connaître, ont quand même mis en place un projet pour que l'AC Ajaccio remonte en première division. Et coïncidence, là aussi, coïncidence, mais tout au long de ma carrière et de ma vie, les coïncidences, je me suis aperçu que c'était souvent pas des coïncidences. Et donc, il me rappelle, et je retourne à Ajaccio dans une intersaison où il y avait 4 montées et 2 descentes. Et 4 montées, même si nous avions le 20e budget, il y avait quand même une ossature d'équipe qui avait de la gueule. Je rencontre Michel Moretti et on essaye de voir un petit peu avec nos relations, notamment du côté de Monaco, pour nous prêter des joueurs, vu que eux aussi, ces joueurs-là, ça leur permettait de progresser et d'être aguerris. Je pense à Schilacci notamment, Dado Perso, bon, bref, je ne vais pas tous les citer. Et donc, je commence à arriver au fait 4 montées, et
ça me vient une phrase, mais pas en corse, en français, je dis Michel, et pourquoi pas nous? Et il me dit, mais en Corse, ça se dit Pertemicanoi. Ah, j'ai dit Pertemicanoi, ben écoute, je vais l'apprendre par cœur. Et si on peut faire une campagne d'abonnement, c'est ce qu'on fait. Ben, on construit un groupe d'une quinzaine de joueurs avec la chance où on n'a pas eu beaucoup de blessés, et surtout pas de blessures graves, mis à part une jambe cassée d'Ursule, qui était un de nos milieux importants, et on a réussi à trouver des solutions pour pouvoir se passer jusqu'à la fin de la saison. C'était à peu près à 2/3 de la fin. Et c'est pas seulement qu'on a terminé dans les quatre premiers, on a terminé tout simplement premier et champion. Donc, champion de Ligue 2, on s'en contente. En Ligue 2, il n'y avait pas de Paris Saint-Germain, donc on pouvait être champion sans que personne nous en empêche. Et donc, je pense que au niveau de l'émotion, de la joie, je ne sais pas si j'ai été aussi content dans les autres satisfactions, les autres joies, que ce soir-là. Ce soir-là, chose qui m'arrive très rarement, il m'est venu les larmes aux yeux, et vraiment des grosses larmes. Et ça c'est très rare, pour ne pas dire, ça se produit jamais, même quand j'ai envie de pleurer intérieurement, ben je me débrouille que ça ne se voit pas extérieurement pour ne pas faire plaisir à une catégorie de personnes. C'est pas une stratégie, oui peut-être un peu, mais c'est surtout une habitude que j'ai prise. Et là, ce soir-là, il avait fallu quand même que j'aille un petit peu me cacher, parce que il y a eu quelques grosses larmes qui sont tombées sans que j'arrive à les retenir. C'est quelque part, cette victoire, enfin ce sacre en Ligue 2, champion de Ligue 2, c'est quand même un sacre. Ça dépasse l'exploit sportif, c'est plus une victoire d'homme du coup. Ben, c'est-à-dire qu'une victoire d'homme, une victoire d'un groupe, une victoire d'un management, une victoire de l'intelligence d'un président avec des amis autour de lui, capable de faire avec très peu de moyens. Quand je vois que le club marchait sur le plan administratif pratiquement avec 4 ou 5 personnes, je me pensais, oui, pour jouer en National 3, oui, d'accord, ou en National 2, mais pas en première division, et en plus on réussit à se maintenir. Donc il y a eu la joie de la montée, et puis la joie du maintien. Et ça sincèrement, ça ne peut être qu'un souvenir extraordinaire, parce que le mot extraordinaire dit c'est extraordinaire, c'est-à-dire normalement ça ne doit pas exister, ben ça a existé. Et même si je sais que ça passe inaperçu sur mon CV, qu'il y ait sur mon CV champion de France de deuxième division avec Ajaccio, j'ai pas rajouté qu'il y avait le 20e budget de la Ligue 2, mais bon, il fallait quand même être en grande forme. Et je ne sais pas si je laisse la modestie de côté quelques secondes, puisque bon, j'ai horreur d'être un faux modeste. Je ne pense pas avoir été aussi bon tout au long de ma carrière, du début d'une saison à la fin d'une saison, comme j'ai pu l'être cette saison-là. Quand je parle de l'inspiration d'un collègue de profession, l'inspiration donc d'un entraîneur, je dis il y a des entraîneurs inspirés, des entraîneurs pas trop inspirés, des entraîneurs inspirés dans une partie de la saison et moins inspirés, pour ne pas dire pas inspirés du tout, dans une autre partie. Là, j'étais inspiré du début jusqu'à la fin de la saison. Je ne sais même pas
si j'ai pu faire une erreur dans cette saison-là, que ce soit dans une composition d'équipe, dans un changement en cours de match. Donc je changeais un joueur, mais celui qui rentrait, il marquait. C'est moi-même, sincèrement, j'étais surpris, puisque c'était après une année à Lens, où j'avais été inspiré dans la première partie du championnat, et pas trop inspiré dans la deuxième partie. Et ça, c'est un des regrets que j'ai pu avoir dans ma carrière, parce qu'on avait une grosse équipe, et si je suis en forme toute l'année, je ne sais pas si on n'aurait pas terminé dans les trois premiers, mais je le pense en tout cas. Bon bref, et l'année d'après, tout le contraire. Donc ça c'est impossible pour moi de l'oublier. En France, vous avez notamment entraîné le Sporting Toulon, les Girondins de Bordeaux, Toulouse, l'Olympique de Marseille, Lens, l'AC Ajaccio et Montpellier. Alors vous auriez aimé coacher le Paris Saint-Germain? Mais c'est pas seulement que j'aurais aimé, c'est que ça a failli se faire. Et là-dessus, j'ai pu le dire que des rares fois, parce que c'est pas que je veux le cacher, je dirais même au contraire, c'était Francis Borelli qui était venu me rencontrer dans la période où il y avait Gérard Houllier et Montbert qui étaient un petit peu en difficulté, et moi je venais de faire 2 saisons en tant que nouvel entraîneur. Je n'avais pas le diplôme complet, j'avais que le premier et deuxième degré, alors qu'il faut 3 degrés. Était descendu me voir. On s'était rencontrés à Monaco, et sincèrement, je ne me suis pas senti capable, avec seulement 2 années d'expérience, d'être l'entraîneur. Et c'était marrant, parce que Francis Borelli insistait, mais non, mais arrête, qui est capable, pas capable, mais évidemment, tu es capable. Au contraire, je dis, déjà, bon, l'accent, ça va être un handicap. Mais non, ce ne sera pas un handicap, au contraire, ça va égayer l'atmosphère, et on en a besoin, etc., etc. Donc, il avait développé des arguments qui m'avaient fait dire, bon, j'avais quand même réfléchi 48 heures, et puis je lui ai dit non, parce que je ne m'en serais pas senti capable. Avec 4 ou 5 années supplémentaires d'expérience, à ce moment-là, je pense que ça m'aurait fait plaisir d'aller en plus avec un effectif de ces époques-là. Il y a l'effectif d'aujourd'hui au Paris Saint-Germain, mais à cette époque-là, il y avait quand même, d'ailleurs ils avaient gagné la Coupe de France, il y avait quand même un effectif très intéressant. Bon, alors on peut dire que je me suis dégonflé. Bon, si ça peut faire plaisir de prendre ce terme-là, c'est pas seulement que je me suis dégonflé, c'est que j'ai tout simplement eu peut-être la lucidité de voir qu'après 2 ans d'expérience à Toulon, ça ne suffisait pas pour un club aussi important, le club de la capitale du pays. C'est comme si à cette époque-là, l'Olympique de Marseille, de Bernard Tapie, était venu me voir. Je pense que j'aurais dit la même chose. Et par contre, d'être resté à Toulon, je pense que ça m'a permis d'acquérir cette expérience. Et après, quand il a fallu que je réponde à l'invitation, entre guillemets, d'Alain à Flelou, qui m'avait été présentée par Jean-Claude Darmon, donc d'aller à Bordeaux, là, si à cette époque-là, Francis Borelli m'avait demandé d'aller au Paris Saint-Germain, j'y serais allé. Alors après, l'histoire du Paris Saint-Germain par rapport aux Marseillais, non, il faut quand même qu'on soit d'accord sur une chose. À une certaine époque, j'ai vu les relations Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, c'était comme 2 ennemis. Aujourd'hui,
Depuis une dizaine d'années, c'est plus le cas. C'est Olympique de Lyon et Olympique de Marseille, les deux ennemis. Moi, je n'ai jamais eu un club ennemi. Le Paris Saint-Germain, pour moi, même quand j'étais à Marseille, ça a toujours été un adversaire et un rival, jamais un ennemi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, que je suis sur Paris, j'ai des tas de personnes que j'aime bien qui sont pour le Paris Saint-Germain. Quand le Paris Saint-Germain gagne, je saute pas de joie comme un fada, mais je suis content de les voir heureux en disant tiens, ouais, ça sert quand même d'avoir de l'argent. Hein. Il y en a qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Je dis moi que l'argent ne fait pas obligatoirement le bonheur. Mais sans argent, par contre, tu ne peux pas te monter une belle équipe. Hein. Donc ça, tu le dis à personne. Mais évidemment que je les taquine. Mais c'est sûr que bon, quand on a cet effectif-là, ça fait rêver. Alors, au Girondins de Bordeaux, vous recrutez Zinedine Zidane. Alors, quelles sont vos plus belles découvertes de joueurs? Zizou. Déjà, repérer Zidane, c'est quand même un exploit. Ah, non, mais c'est pas un exploit, c'est un concours de circonstances. Et quand on parle de chance, ben là, peut-être, ça a été un coup de chance. Mais je vais quand même rajouter un truc qui va peut-être surprendre. Un coup de chance, pas seulement pour nous, pour Alain Afflelou et moi et pour les Girondins de Bordeaux, un coup de chance aussi peut-être pour lui, qui devait aller à l'Olympique de Marseille à l'âge de 20 ans, retrouver ses amis d'enfance, retrouver la famille, avec des obligations d'être bon tout de suite. Pour moi, il n'était pas prêt pour être un joueur important pour l'Olympique de Marseille. Il y a la formation d'un joueur, il y a la préformation, la formation, et après, il y a ce que j'appelle l'apprentissage. Et l'apprentissage de Zizou, quand il vient au Girondins de Bordeaux avec moi, ben, un an ou deux au Girondins de Bordeaux, tranquille dans le château du Haya, dans un contexte où les Girondins de Bordeaux avaient été rétrogradés de façon administrative. Et là, on se retrouvait comme un promu, alors que c'était quand même les Girondins de Bordeaux. Mais je pense que Zizou nous est tombé du ciel, mais les Girondins de Bordeaux sont peut-être tombés du ciel pour Zizou. Et c'est sûr que c'est le joueur numéro 1 que j'ai eu la chance d'entraîner. Ça s'est fait par concours de circonstances où avec Alain Afflelou, on rencontre Alain Pedretti pour le transfert de Jean-François Daniel. On discute, les journaux avaient dit que Oman Biyik et Zinedine Zidane signaient à l'Olympique de Marseille. Comme sujet de conversation, on dit alors en fait, bon, vous avez vendu aussi Oman Biyik et Zinedine Zidane, ce jeune Marseillais que je connais moi par rapport à des gens qui l'ont connu à Septembre, c'est-à-dire dans le nord de Marseille. Et là, il nous dit non, ça devait se faire, puis ça ne se fait pas. Les responsables de Marseille de cette époque le trouvent trop lent. Et donc, dans les responsables, il y avait Kovacs, il y avait Tapi, il y avait Bernès, donc il y avait Jean Fernandez. Bon, alors lequel des quatre l'a trouvé trop lent, j'en sais rien. Mais là, le fait, là, tout le monde fait des erreurs, puisque des fois, on confond la lenteur du geste et pas du cerveau qui décide et qui doit prendre des décisions rapidement. Alors, effectivement, quand on voit jouer Zizou, on se dit, bon, on ne peut pas dire que c'est un pitbull, mais bon, au niveau de la réflexion pour décider et trouver les bonnes solutions avec une habileté technique, par moment on dirait une otarie. Donc c'est sûr que j'ai pas vu d'autres joueurs comme ça. Un joueur qui m'a surpris, que je trouvais très bon, puisque donc on l'a récupéré à Metz avec Robert-Louis Dreyfus à l'époque, c'était Robert Pires. Mais je le trouvais encore meilleur
quand j'ai pu l'avoir tous les jours à l'entraînement. Il avait contre lui, ce qui n'était pas le cas ni pour Zizou, ni pour des garçons comme Ginola, qui en plus de leur qualité avaient une certaine élégance. Robert Pires n'avait pas cette élégance, ni dans cette façon de courir, ni rien. Mais par contre, manque d'élégance peut-être, mais au niveau technique, au niveau des choix, au niveau des accélérations, c'est un joueur qui était encore supérieur à ce que je pensais. Alors sur le fameux débat sur la manière de gagner, vous préférez gagner avec de la chance ou perdre avec panache? C'est-à-dire que personne préfère perdre. Mais si je peux me permettre de vous changer la question ou de vous rajouter une autre question qui le ressemble. C'est de me demander si je préfère gagner avec de la chance. Avec de la chance ou perdre avec du panache. Je ne vais même pas réfléchir une seconde, je vais dire gagner. Perdre avec panache. Par contre, est-ce que je préfère gagner avec la manière, c'est-à-dire que, allez, gagner en ayant été vraiment discret dans la prestation. Je ne répondrai pas à côté de cette question que je me suis posée moi-même, mais je dirais que tous les débats que j'entends, est-ce que, vous préférez la manière, machin. Disons que ce qui me paraît être indispensable, c'est justement se mettre d'accord d'avoir un jeu attractif avec de la construction, avec des occasions, et que le jour qu'on perd, c'est pas avec panache, on n'est pas content quand on perd. Mais il faut qu'on puisse dire, continuons à jouer avec les autres matchs qu'il va y avoir de cette façon-là, et nous allons gagner 8 fois sur 10. Parce que gagner ce match-là miraculeusement, même si sur le soir du match, je vais sauter au plafond, mais si je suis un peu lucide, je vais dire, oui, attendez, on saute au plafond, on a gagné aujourd'hui, mais si par exemple on joue 10 fois comme ça, on va gagner 1 voire 2 fois grand maximum. C'est ça qu'il faut qu'on regarde. C'est la façon d'avoir gagné. Alors évidemment, on peut regarder aussi la façon d'avoir perdu et se dire qu'on n'en méritait pas de perdre. Mais pour moi, l'objectif, c'est d'avoir plus d'occasions que l'adversaire n'ait pratiquement pas, qu'on soit mis hors de position 2 à 3 fois pendant le match. Et si on est hors de position 3 fois, qu'on prend 3 buts, continuons comme ça. Et si par exemple, on les met 15 fois hors de position et qu'on marque 2 buts, et que ce match-là, on a perdu de 3 à 2, j'ai même envie, j'exagère un petit peu, mais ce sont mes origines, j'ai même envie de sauter de joie de cette défaite-là en disant qu'on continue à jouer comme ça et les matchs perdre 3-2, oui, on va en perdre 1-3-2 sur 15 matchs qu'on va jouer. C'est comme ça que je vois les choses. Sinon, évidemment que ce qu'on veut surtout, c'est gagner. Mais si tu gagnes d'une façon que tu vas te dire ça se passera 1 fois et rarement 2, évidemment qu'il faut être inquiet le soir de la victoire. Alors quand on gagne, c'est grâce aux joueurs, et quand on perd, c'est à cause de l'entraîneur. Alors, dans les faits, cet adage est-il toujours vrai? Non, je pense que c'est... Qu'on l'entend souvent. C'est un tout, oui, on l'entend souvent, mais on entend souvent des conneries aussi. Donc, et là, c'est pas la seule. Non, je pense que c'est un tout. Je crois que l'entraîneur est tout simplement indispensable. Une des phrases qui, pour moi, est, mais alors, d'une stupidité, c'est pas la seule, puisque
ça me permette de penser que je suis au-dessus des autres, j'essaye quand même de réfléchir. Quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose, j'essaye, d'expliquer le pourquoi. Pour en revenir à la question que vous pouvez me reposer, s'il vous plaît. Alors, quand on gagne, c'est grâce aux joueurs, et quand on perd, c'est souvent la cause de l'entraîneur. Voilà. Donc, là, en ce qui concerne ça, je l'ai évidemment entendu d'état et d'état de foi, et je réponds de la façon suivante. C'est pas l'entraîneur qui est sur le terrain, ce sont les joueurs qui sont sur le terrain. Oui, mais c'est l'entraîneur qui les met sur le terrain. Si par exemple on me dit qu'il y a eu telle ou telle défaite, évidemment que c'est les joueurs qui sont sur le terrain qui perdent. Mais si justement l'entraîneur a oublié de mettre 2-3 joueurs qui sont indispensables et qui a mal été inspiré dans ce truc-là, ben on fait fautif tout le monde, et on ne fait pas fautif uniquement les joueurs. Quand ils perdent les joueurs, ben, ils perdent, oui. Il y a certains matchs où des entraîneurs, et ça m'est arrivé, en leur disant, bon les gars, allez, ça va, c'est bon, hein, ce qui concerne aujourd'hui, là je suis tout simplement impuissant, hein, parce que je ne vois pas que l'on puisse être aussi maladroit, qu'on puisse mettre un but en 10 occasions, on rate 2 pénaltys, bon, tout des là. Et là, à ce moment-là, évidemment que je suis contre cette façon de voir les choses. Je pense que c'est un tout. Un entraîneur, évidemment, sans les joueurs, ne peut pas faire un match de football. Mais des joueurs sans entraîneur, pourquoi pas, s'il y en a un qui se dégage comme un capitaine, un meneur, et qui est capable de pouvoir faire jouer son équipe, capable aussi de faire des changements, capable, ça me paraît beaucoup pour un joueur. Non, je répondrai que c'est un tout, et c'est tout à fait logique que ce soit un tout. Alors en 2011, vous devenez le conseiller technique de l'équipe du Niger pour la Coupe des Nations 2012. Quel souvenir gardez-vous de cette expérience? Le souvenir que des gens passionnés, comme il y en a évidemment beaucoup, et en Afrique, je me demande s'ils ne sont pas encore plus passionnés que sur notre continent. Ces gens-là étaient inquiets parce qu'ils venaient de se qualifier pour la première fois pour la CAN qui se jouait au Gabon. Et quand il y a eu le tirage au sort, c'était le Gabon, pays organisateur, avec Aubameyang et tout ça, donc une grosse équipe. La Tunisie et le Maroc. Déjà, pour se qualifier dans cette poule-là, c'était tout simplement impossible. Et même s'il y a des surprises en football, et l'objectif, c'était que je les accompagne en aidant le sélectionneur qui venait de qualifier pour la première fois de l'histoire du Niger, le Niger à la CAN. On s'était rencontrés sur Paris, et on était tombés d'accord parce que l'objectif c'était de ne pas prendre des 4 ou 5 des roustes, de ne pas avoir une déroute et d'être ridicule dans le comportement de la présence du Niger. Donc l'objectif avait quand même été atteint. On avait perdu le premier match contre le Gabon, pays organisateur, et le match d'ouverture, 2-0, avec notamment une blessure de notre meilleur joueur qui s'est fait casser la cheville par un tacle, je dirais, un peu trop sévère. Nous avons perdu après 1-0 contre la Tunisie avec 2 occasions d'ouvrir le score et un but pris à 10 minutes à la fin.
Et 1-0 perdu aussi contre le Maroc. Donc on n'a pas réussi, alors qu'on a eu quand même quelques occasions à marquer un but. Mais allez, on a sauvé par fierté le comportement du Niger. Et ce qui était assez marrant et assez rare, c'est que le président de la fédération, alors que on était donc au Gabon, moi je pouvais rentrer directement en France, il m'a dit non, allez, coach, faites-moi plaisir, passez par le Niger, les gens sont contents, ils ont envie de vous féliciter et tout ça. J'ai dit, les gars, on vient de perdre 3 matchs sur 3. Mais non, mais nous on était inquiets de la façon dont on a perdu, et vu les adversaires renommés que nous avons rencontrés, ben c'est bien pour l'avenir du Niger. Donc j'étais passé donc à Niamey pour justement passer la soirée avec eux, et effectivement on avait été reçus comme si on s'était qualifié pour les phases finales. C'est vrai que ça fait partie des bons souvenirs de ma carrière, même si au niveau des résultats, il y avait eu 3 défaites sur 3 matchs. Vous préférez la Champions League ou la Coupe du Monde? Difficile pour répondre, puisque la Champions League, c'est une compétition de clubs, et la Coupe du Monde, je pense à la Coupe du Monde, puisque c'est uniquement une équipe française avec seulement des Français. Donc c'est un certain chauvinisme, et bon, là les joueurs défendent les couleurs du pays. Alors même un self-made man a besoin d'un coup de pouce. Quelles ont été les personnalités qui ont compté dans votre carrière? Bon, je crois que là-dessus, il y en a énormément, mais il y a un concours de circonstances qui fait qu'un garçon comme Jean-Claude Darmon, qui s'occupait des sponsors, des marketing, qui avait lui aussi comme Marcel Leclerc, j'ai dit 20 ans, je crois que Jean-Claude Darmon avait peut-être 30 ans d'avance sur tout le monde. Il était toujours présent dans certaines étapes de ma carrière, donc il y avait un certain chauvinisme, parce que lui, avec les origines de Marseille, m'a toujours pris en estime. Je crois qu'il y en a une quinzaine que je ne peux pas tout citer, mais si je dois en sortir un, ça sera Jean-Claude Darmon. Alors quel regard portez-vous sur votre carrière de joueur et d'entraîneur? Ben évidemment que ça aurait pu être mieux. La Palisse dirait pas pire que moi en disant que ça aurait pu être pire aussi. 14 ans joueur de première division, enfin 13 de première division, une année en deuxième division. 29 ans entraîneur avec 23 objectifs atteints et 6 objectifs pas atteints. Quand je parle d'objectifs, par exemple, si je suis à Ajaccio, l'objectif c'est le maintien. Donc, évidemment, l'objectif c'est pas d'être champion de France. Donc, ensuite, la carrière depuis une quinzaine d'années de consultant qui fait que depuis tout petit, football, dans 3 secteurs différents mais qui se rapprochent les uns des autres, ben, il y a une carrière qui en plus n'est pas encore terminée puisque je suis encore consultant, qui aura été longue avec des hauts et des bas, mais j'ai l'impression de continuer à exister, et tant mieux parce que j'ai un souvenir qui m'a beaucoup marqué dans ma vie, plus que dans ma carrière, c'est la mort de mon père qui part à la retraite à 55 ans et qui meurt à 55 ans et demi. Je pense que ça non plus, c'est pas une coïncidence, c'est le départ à la retraite qui a déclenché pour moi une maladie incurable qu'on appelle le cancer. Il est parti en 6 mois.
Et je touche du bois. J'ai peur moi aussi de la retraite, donc j'essaye de la repousser le plus possible pour continuer à m'occuper de football. C'est la seule chose que je sais faire, enfin j'espère. Et donc de pas faire l'erreur d'arrêter comme ça rapidement. Ça pourrait faire des dégâts à l'intérieur de mon organisme. Ça, je l'ai dans la tête. Quand on a certaines choses dans la tête, c'est dangereux pour son corps. Vous en parlez brièvement, alors avez-vous des regrets aussi dans votre carrière? Oui, sur certains choix aussi, mais bon, comme on dit, on ne vit pas de regrets, mais oui et non. Ça m'empêche pas d'avoir quand même toute une liste de mauvais choix, d'avoir aidé certaines personnes qui ne méritaient pas une seconde, de m'être trompé assez souvent sur pas mal de choses, sur pas mal de choix. Mais d'un autre côté, je me dis, bon, allez, c'est une carrière bien remplie, une vie bien remplie, et c'est sûr qu'elle n'a pas été monotone avec des hauts et des bas. Je pose la question, je pense à votre unique sélection en équipe de France, en 76. Ouais, mais vous avez failli jouer. Ouais, ça, déjà, c'était extraordinaire compte tenu des joueurs qu'il y avait à ce poste-là dans ma carrière, que ce soit Marius Trésor, Bernard Bosquier. C'était très difficile, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas deux arrières centraux, il y avait libéraux et stoppeurs. Et moi, j'étais libéraux, et Marius Trésor, c'était un monstre. Et donc, là, Marius Trésor était sélectionné pour notre match, je ne me rappelle plus dans quel secteur, bon bref. Et évidemment que je suis appelé, quand je dis évidemment, et que je ne suis pas titulaire. J'étais déjà très content d'être appelé, ça a été la dernière fois, c'était la 76 contre Pologne. Et donc, Carlos Curbelo, d'origine uruguayenne qui jouait en Asie, qui est un très bon joueur, libéraux. Patrice Rio, c'était le stopper. Et Carlos Curbelo, avec qui j'étais en très très bon terme. Donc, à un quart d'heure de la fin, a mal à une cuisse. Il s'accroche, et moi je vais me chauffer, puisque le coach il m'a dit d'aller me chauffer, c'est tout à fait normal. Et j'attends qu'il sorte. Bon, on menait 1-0 ou 2-0, puis moi il sort pas, et moi je m'échauffe comme un idiot là, pour rien. Bon. Et dans le vestiaire, j'ai dit, Carlos, en plus c'était un match amical, mais un match international. Je dis, tu peux pas sortir. Mais pourquoi? Elle m'a dit, je pensais que ça t'emmerdait plus qu'autre chose. En plus, c'est vrai, poste d'arrière central, rentrer en cours de match, c'est pas facile, c'est mieux quand on est milieu ou attaquant. Et j'ai dit, ouais, mais moi, des sélections, j'en aurais pas 50, c'était l'occasion d'en avoir une. Et là, mais tout à fait sincère, il me dit, oh merde, mais moi je pensais qu'à partir du moment où tu étais sur le banc, ça comptait comme sélection. Et je dis, ben non, mais en fait, c'est pas grave. 3 semaines après, on s'aperçoit que Curbelo n'aurait pas dû être sélectionné parce qu'il y avait un règlement qui fait que quand tu as joué dans une équipe de jeunes officiellement dans ton pays, c'est-à-dire l'Uruguay, tu ne peux pas être après sélectionné en équipe de France, donc il n'a plus été sélectionné en équipe de France. Il a été juste pour m'empêcher d'avoir une sélection. Et donc, dans mon CV, j'ai le maillot de France-Pologne avec le beau coq brodé que j'ai d'ailleurs fait cadeau avec beaucoup de fierté, beaucoup de plaisir pour le musée de Loulou Nicolin à Montpellier. Et malheureusement, je n'ai plus après été sélectionné, mais là aussi, c'est pas une question de malchance. Quand tu fais ta carrière avec à ton poste un garçon comme Marius Trésor, tu n'as pas beaucoup de chance. Alors, quel club vous auriez aimé entraîner et quel joueur auriez-vous voulu coacher? Avec tous les clubs que j'ai entraînés, donc
Je pense que c'est difficile de répondre. Je suis déjà content des clubs que j'ai pu entraîner. En ce qui concerne les joueurs scotchés, il y en a peut-être une cinquantaine, mais par exemple des garçons comme Manu Petit, Anelka, donc ça a failli se faire avec les deux que ça s'est pas fait. C'est vrai que ça fait partie des regrets, mais bon, ça va, je ne peux pas trop en demander non plus. Alors justement, coach Courbis, que faut-il enseigner aux jeunes footballeurs pour qu'ils réalisent une belle carrière? Ben, de pas, disons, comme on dit en dicton, mettre la charrue avant les bœufs et de se précipiter dans certains challenges. Je crois qu'il faut avoir une certaine patience, bien choisir le club et surtout le coach qu'il peut y avoir dans ces clubs-là, bien choisir pour pouvoir monter progressivement. Quand je vois certains joueurs battre un record, bon, il y a des phénomènes un petit peu exceptionnels comme peut l'être Mbappé, mais démarrer dans le très haut niveau à 16 ans et demi, 17 ans, je conseille moi de ne pas prendre ce risque-là et de bien se rendre costaud et de faire encore une bonne année, voire deux d'apprentissage. Oui, en faisant après des 10 minutes, un quart d'heure de fin de match et tout. Non, de ne pas aller trop vite. Je ne sais plus comment c'est le dicton en ce qui concerne monter les escaliers, ne pas les monter 4 par 4 parce qu'il suffit qu'on rate une marche et après on dégringole. Montons-les les escaliers, marche après marche, et je pense que ça sera mieux pour la carrière. Alors aujourd'hui, vous êtes animateur et consultant sur RMC et BFM TV. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire concernant le football et que vous n'avez pas encore dit? Ben on s'est aperçu dernièrement que dans notre championnat français, il y avait de plus en plus de spectacles, avec de plus en plus de buts marqués. Je crois qu'on bat d'ailleurs, sur les 8 ou 9 premières journées, on bat d'ailleurs un record. Je le constate moi aussi, mais je me permets de donner un conseil, ne passons pas d'une extrémité à l'autre. Et en ce qui concerne le côté attractif dans le football, c'est sûr qu'on préfère avoir un but marqué qu'un défenseur ou qu'un gardien qui fait un arrêt et qui empêche donc ce but d'être marqué. Mais si nous marquons beaucoup plus de buts qu'il y a une certaine période, c'est comme la mode, c'est que maintenant il y a des entraîneurs de plus en plus, appelons ça audacieux, je ne veux pas remplacer audacieux par stupide, donc de plus en plus bizarres, et qui mettent en place des organisations avec 4 offensifs, chose qui était très rare à une certaine époque. Là, il y a les 3 arrières centraux, c'est comme une mode. Mais je disais, il faut prendre garde, c'est qu'on ne s'aperçoit pas qu'on est nettement moins bon sur le plan défensif. Sur le plan défensif, si on fait la comparaison avec un sport individuel, sport collectif qui est le football, avec un sport individuel, je choisirais la boxe. Pour faire la comparaison et être un petit peu plus clair dans mon explication et dans ma réflexion. C'est-à-dire, donc, il y a une certaine façon de pouvoir boxer, d'attaquer et tout, mais je ne peux pas demander à mon boxeur, si je suis entraîneur, de mettre des coups à l'adversaire pendant 12 rounds. Il va falloir aussi qu'il défende et qu'il sache défendre avec des esquives, avec des protections.
Et là, je regarde les équipes et j'ai la prétention de dire que souvent, mais cette prétention me fait dire à des amis avec qui je regarde le match, mais ce but-là n'aurait pas été encaissé par une équipe que j'entraîne. Donc il y a quand même quelque chose d'anormal. Un exemple précis, c'est une nouvelle mode sur les corners. Il y avait de certaines époques où on mettait un joueur au premier poteau, un joueur au deuxième poteau. On a commencé à enlever un joueur du deuxième poteau en disant le gardien s'en occupe. Comme ça fera un joueur de plus qui s'occupera des adversaires. Et maintenant, il n'y a même plus de joueurs du tout, c'est-à-dire que les deux poteaux sont vides. Il suffit qu'un adversaire gagne un duel et mette un ballon ras de poteau, il n'y a personne pour la sortir. Eh bien, je suis contre. Donc c'est pas chacun ses goûts, je suis contre. Les distances de marquage, les couvertures, les fermetures, coulisser les uns derrière les autres, sortir quand il faut, mais je le vois de moins en moins bien dans beaucoup d'équipes. Donc je dis, ne soyons pas aveuglés par le nombre de buts marqués, en négligeant le nombre de buts encaissés qui n'auraient pas dû être encaissés. Voilà tout ce que je peux dire. Messi au Paris Saint-Germain, est-ce aussi important que la presque arrivée de Maradona à l'OM? Là aussi, c'est comme on disait tout à l'heure, incomparable. Deux époques totalement différentes. Maradona, qui est pour moi, qui ressemble morphologiquement à Messi, mais qui n'a rien à voir avec Messi. Maradona, c'est un phénomène argentin. Messi, c'est un phénomène espagnol-argentin ou argentin-espagnol. Non, je dis là, comparons ce qui est comparable, c'est deux époques totalement différentes. Et si on me fait choisir entre Messi et Maradona, c'est très compliqué pour moi de répondre, mais je réponds quand même Messi pour ce qui est de la régularité et de la durée et de la carrière tranquille, sans excès de Messi, c'est quand même pour moi un peu plus exemplaire que la carrière en dents de scie, avec quand même pas mal d'excès de Maradona, qui était lui aussi un phénomène bien entendu. Enfin, que pouvons-nous souhaiter par l'avenir? Ben, qu'on arrive à pas trop compliquer le football et les règlements. J'entends parler de Coupe du Monde tous les 2 ans, tout ça. Essayons d'améliorer certaines choses, réfléchissons pour les améliorer, mais n'améliorons pas pour améliorer. Essayons de faire en sorte qu'en ce qui concerne l'argent, là, ça a déjà dépassé certaines limites, je dirais, raisonnables pour monsieur tout le monde qui a des difficultés pour finir le mois, et que bon, on lise certains chiffres. Essayons quand même de réfléchir pour améliorer dans l'intérêt du football, mais cet argent qui est de plus en plus énorme, ça complique quand même beaucoup de choses. Merci beaucoup, cher Roland Courbis, pour cette belle interview. Pas de quoi. Au plaisir.